Mesdames, Messieurs, bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le football. C'est donc votre émission Coupe du Monde, votre quotidienne avec mes deux consultants Emmanuel Petit et Sidney Govou. Bonjour. Bonjour. Merci messieurs d'être là aujourd'hui. Puis j'ai l'immense plaisir d'accueillir un très cher ami, Bertrand-Régis Louvet. Vous êtes journaliste sportif, vous écrivez et vous êtes chroniqueur au Plus du Nouvel Obs. Merci de me faire l'amitié d'être là aujourd'hui. Vous allez me faire rougir, Valérie. Mais non, jamais. Donc c'est journée de repos avant de repartir de plus belle. Demain commencent les quarts de finale avec évidemment l'équipe de France qui va jouer contre l'Allemagne. Et puis la Colombie va défier le Brésil chez lui. Alors on va faire tout de suite le bilan de ce début de compétition. Deuxième journée sans match donc. Aujourd'hui, Emmanuel et Sidney, on va parler ensemble de ce qui vous a marqué dans cette compétition. On commence tout de suite par les bonnes nouvelles. L'équipe qui a retenu votre attention va commencer par vous, Sidney. Puis évidemment, l'équipe qui vous a marqué, c'est la France. Forcément, parce que vu la campagne de qualification qui était très compliquée, on les attendait pas à ce niveau. Et 10 buts marqués en 4 matchs. Ouais, ils ont fait vraiment fort. En plus, il y avait du jeu, c'était vraiment cohérent, une équipe unie. Ils ont redorer un peu leur image, etc. Donc pour moi, la France, c'est la grosse surprise de ce premier tour. Et puis un Karim Benzema qui était super déterminant, surtout en poule. Oui, surtout en poule, mais je veux retenir l'équipe, parce que c'est une équipe qui est vraiment cohérente, où il n'y a pas forcément de points faibles, il n'y a pas non plus un point où ils excellent, mais c'est uni, et l'image qu'ils donnent aujourd'hui et le football qu'ils produisent me fait... Mais pourquoi je vous parle de Karim Benzema? Parce que vous avez joué avec lui à Lyon pendant 5 années. Comment il est? C'est un bon camarade? Parlez-nous un petit peu de sa personnalité. Non, Karim, c'était un bon jeune, il a toujours été respectueux des anciens. Après, peut-être qu'à un moment donné, il s'est un peu égaré, mais depuis le départ, j'ai toujours dit que ça reste un grand joueur, et un grand joueur doit jouer. Quand il y avait débat sur Karim Benzema doit jouer ou pas jouer en équipe de France, j'avais envie de dire, vous ne connaissez pas le foot, parce que c'est un joueur tellement exceptionnel. Certes, il a eu un passage à vide, très un gros même, mais c'est le genre de joueur sur lequel vous pouvez compter, qui marquera toujours des buts et qui vous fera gagner des matchs. Alors, vous donnez aussi une médaille d'or aux équipes sud-américaines, 4 qualifiées sur 5 en zone AM Sud, incroyable. C'est assez exceptionnel, surtout qu'ils produisent un football qui est un peu à l'opposé de ce qui se produit en Europe, c'est-à-dire un football total, où ça joue vers l'avant, où c'est animé, où on ne calcule pas ses efforts. Donc ça donne un peu de fraîcheur dans le foot actuel, qui était un peu aseptisé à l'européenne, mais avec beaucoup de possession. Et ce football-là me plaît énormément. Et je voudrais rajouter aussi une chose, j'ai trouvé ça aussi exceptionnel que tous les éliminés des huitièmes de finale, il n'y avait que des équipes heureuses. Donc toutes ces équipes-là, malgré leur élimination en huitième de finale, j'ai l'impression que toutes ces équipes avaient atteint un objectif et elles sont rentrées au pays avec de la joie et je trouve ça aussi beau. On arrive peut-être à des fondamentaux qui sont justement plus agréables. On est arrivé à faire ce qu'on a fait, on est content de nous-mêmes. Moins de pression finalement. Peut-être moins de pression, je ne sais pas, mais ça m'a marqué de voir ces équipes qui rentraient dans leur pays, acclamées par le supporter qui venait voir à l'aéroport. Je trouvais ça, voilà, c'est le foot qu'on aime, voilà, voir de la joie. On a perdu, mais voilà, on a été au bout de nous-mêmes et l'essentiel est fait. Emmanuel Petit, vous aussi, l'équipe qui vous a impressionné, c'est la France? Évidemment, pour les mêmes raisons que vient d'invoquer Sidney. Je rajouterais par rapport à l'équipe de France qu'il y a un an de ça, on était dans la cave avec un contexte vraiment très négatif sur le terrain et en dehors. Et en l'espace de quelques mois, ils ont su inverser la tendance, renverser la vapeur justement. Et moi, ça me plaît beaucoup. Et c'est ça la beauté du sport et ça, on devrait s'en inspirer davantage dans la vie de tous les jours parce que c'est de formidables messages qu'ils sont en train de nous envoyer. En tout cas, s'il y a un homme qui est vraiment l'homme de la situation, c'est Didier Deschamps que vous connaissez bien. Ouais. Didier, je l'ai dit, je vais me répéter certainement encore une fois, mais Didier, pour moi, c'est un garçon qui a l'ADN de l'entraîneur. Il est né pour ça, en fait, plus que d'être un joueur de foot. C'était déjà un meneur lorsque vous étiez joueur. Oui, mais quelque part, ça a toujours été un joueur de devoir. Et à l'heure actuelle, on s'aperçoit que son équipe lui ressemble. On a l'impression qu'ils sont tous attachés justement à répondre à certains critères qui ont fait défaut à cette équipe pendant des années. Et c'est dans cette bataille-là que, pour moi, il a été la grande différence par rapport à ses prédécesseurs. Donc il a vraiment été le leader qu'on l'on recherchait sur cette équipe de France. Et puis une autre équipe qui a brillé, c'est l'Algérie, avec un autre homme charismatique, Vahid Halilodzic. Oui, coach Vahid, j'ai beaucoup d'affection, et également avec Nordine Kourichi, qui est son adjoint, que je connais depuis longtemps. Finalement, la méthode militaire, ça marche? Oh, il n'est pas si militaire que ça. Il ne faut pas caricaturer. Il n'est pas si militaire que ça. Vahid, c'était quelqu'un, c'est un grand humaniste. Pour ceux qui le connaissent, il ne faut pas se fier aux apparences trompeuses qui sont véhiculées dans la presse. Mais je souhaite sincèrement qu'il quitte la sélection des Fennecs parce que je trouve qu'il a été vilipendé en permanence, décrié à tort. Et je dirais que si, connaissant Vahid,
S'il est honnête avec lui-même, je pense qu'il va quitter la sélection. Ah oui. Et vous, alors, Bertrand Régis, vous vouliez nous parler des gardiens. Oui, vous avez été impressionné par les différentes parades de gardiens, leur travail sur le Oui, terrain. tout à fait. Alors, je souscris à ce qui a été dit avant par Sydney Emmanuel. Effectivement, c'est une Coupe du Monde joueuse. C'est une Coupe du Monde heureuse, avec de belles valeurs. Et alors, l'ironie des choses, c'est qu'effectivement, on remarque beaucoup les prestations des gardiens de but. Alors, pas tous, mais une grande partie des gardiens de but. Certains qu'on découvre, soyons honnêtes, comme Navas, le gardien de but du Costa Rica, qui n'est quand même pas le plus connu, qui tout d'un coup, après cette Coupe du Monde, enfin, il est encore évidemment en lice avec le Costa Rica, mais qui est contacté par le Barça. Le gardien américain, Tim Howard, qui en plus est un garçon qui souffre du syndrome Gilles de la Tourette. Ouais. Donc il fait une prestation incroyable et donc c'est un record de l'histoire de la Coupe du Monde. Je crois que c'est 18 arrêts, hein, c'est ça, en huitième de finale. Voilà, donc il y a toute cette joie d'un côté et puis les gardiens qui sont souvent, j'allais dire, les héros malheureux dans le football moderne. Dans cette Coupe du Monde. Ils sont totalement réhabilités et j'espère que ça va donner, Manu parlait tout à l'heure des valeurs de cette Coupe du Monde, que ça va donner envie à plein de petits garçons, à plein de petites filles d'aller jouer dans les buts. Oui, pourquoi pas. En tous les cas, toutes les attentions sont portées sur cette Coupe du Monde, surtout à ce stade de la compétition. Anaïs Sainz, notre journaliste, s'est promenée dans les rues de Paris avec une caméra d'i24 News et vous allez le voir, eh bien, cette Coupe du Monde suscite énormément de passion. Écoutez. Elle est magnifique la Coupe du Monde, magnifique. Et la France elle est qualifiée donc forcément je suis content. J'étais pour l'Espagne à la base. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On est triste parce que le Mexique a quitté la compétition. Mais on est content parce qu'ils ont joué en équipe. On aime vraiment cette Coupe du Monde. On voit que le niveau de jeu est très bon pour toutes les équipes en fait. Et que quelque part, en fait, tous les pays ont leur chance, même des petits pays, même des pays africains. Et je pense que ça, c'est une grande première pour cette Coupe du Monde. Il n'y a aucune surprise, entre parenthèses. C'est-à-dire que les jeux sont ouverts. C'est-à-dire que l'Argentine n'a pas une grande, il y a pas une grande équipe. Le Brésil, c'est pareil. La France, ça joue collectif, mais il n'y a pas de grands joueurs en France. Par contre, les Allemands, il faut se méfier des Allemands. Voilà. Moi, je n'aimerais pas du tout que le Brésil gagne, parce que ça fait longtemps qu'ils ont remporté des coupes. Ça va, voilà, basta. Donc il faut laisser la chance aux autres. Voilà. Je pense que c'est une Coupe du Monde où les attaquants étaient vraiment mis en valeur au premier tour. Il y a eu énormément de buts. Je pense que la plupart des stars ont répondu présent. Je souhaite vivement que les équipes africaines qui jouent pour le maillot et non pour les primes ou je ne sais pas quoi. C'est la France qui va gagner la Coupe du Monde. C'est bien. Aos amigos brasileiros, vamos nessa, que a Copa é nossa e vai dar tudo certo. Brasil! Alors, messieurs, il y a de la joie dans les rues de Paris. J'ai pas compris à la fin, moi. Si, vous avez très bien traduit. Ah, c'est ça la traduction? Oui, il me semble. J'imaginais, quoi. Donc, la Coupe du Monde est promise au Brésil, c'est ça, non? Voilà, vous parlez bien le portugais, okay, Manu Petit. Bravo. En tous les cas, malheureusement, ce mondial brésilien nous a réservé aussi son lot de mauvaises surprises, malheureusement. Sydney Govou, la plus grosse déception, selon vous, c'est cette équipe du Portugal avec le porte-étendard, Cristiano Ronaldo, qui n'a vraiment pas été à la hauteur. Un seul but marqué. Oui, après, c'est parce qu'on nous avait monté cette équipe du Portugal comme étant l'une des meilleures équipe au monde et au final on se rend compte que mis à part Cristiano Ronaldo en plus qui arrivait fatigué, blessé, ils n'ont rien produit, il n'y a pas eu de jeu, il n'y a pas eu d'équipe, c'était vraiment j'ai envie de dire du grand n'importe quoi. Donc voilà, pour moi c'était une grande déception. Après peut-être que la déception était à l'auteur de ce qu'on nous avait promis, je ne sais pas dans quel sens il faut le voir. Vous Emmanuel Petit, votre choix s'arrête sur l'Espagne, c'est le flop qui est sorti au premier tour. C'est une grosse déception quand même pour la Roja. En fait c'est dans la manière. C'est arrivé comme un coup de fouet en fait, comme une éclair qui a transpercé. C'est au tout début du mondial, on ne s'imaginait pas du tout voir les Espagnols prendre cette déculottée, cette fessée face aux Pays-Bas, alors qu'ils étaient à 2 doigts justement de creuser l'écart avant même que Van Persie égalise. Donc ça n'a été qu'une une succession d'erreurs individuelles, collectives, une équipe sans âme, mais vraiment aux antipodes de ce qu'elle a pu nous montrer. Et moi, c'est ça que je me suis revu en fait dans cette équipe-là. Après 2002, après notre échec, donc après tant d'années justement au firmament, tombé
Ça me fait mal pour ces immenses champions, les Espagnols, et notamment Iker Casillas, qui pour moi ne méritait pas une sortie pareille. Il y a beaucoup de choses à reconstruire. Et puis un autre flop pour vous, c'est Luis Suarez, qui a laissé les siens et qui finalement, l'équipe a été éliminée un peu à cause de cette inconsistance. Attention, vite, courez. Déjà, dès que le soleil se couche, je rentre très très vite chez moi, on ne sait jamais. C'est plus les vampires, c'est Non, Suarez. mais évidemment, parce que moi, je suis un fan inconditionnel de Luis Suarez. Je suis la Première Ligue tous les week-ends. Et franchement, il sort d'une énorme saison avec Liverpool. C'est un joueur fantastique, élu meilleur joueur en Angleterre, à juste titre d'ailleurs, capable à lui tout seul de percer les défenses et de déstabiliser n'importe quelle défense, n'importe quel joueur au monde, il peut le déstabiliser. C'est un récidiviste. Donc pour moi, il a lâché ses partenaires, il a lâché son pays en faisant ça. Donc évidemment, c'est un flop pour moi. Alors vous, Bertrand Régis, vous vouliez nous parler de l'arbitrage. Vous êtes très déçu par l'arbitrage lors de cette Coupe du Monde. Alors oui, on en a beaucoup parlé en début de Coupe du Monde avec ce match d'ouverture assez étonnant. Il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage. Et alors, j'allais dire que tant mieux pour nous, on en a profité, l'équipe de France en a profité, parce qu'il y a eu quand même 2 actions dans le 8e de finale qui sont étonnantes, c'est-à-dire le tacle de Blaise Matuidi qui prend un jaune, mais qui mérite évidemment très largement le rouge. Tant mieux pour nous. Ne nous plaignons pas. Et d'ailleurs, Didier Deschamps a demandé aux confrères au Brésil. Mais les autres aussi. Il leur a dit hier à Ribeirão Preto, surtout messieurs, arrêtez de parler de l'arbitrage parce qu'à un moment donné, on va effectivement, le balancier va repartir de l'autre côté et on va être sanctionné alors qu'on ne le mérite pas. Et puis surtout, moi, ce qui je trouve incroyable, c'est l'action de Patrice Evra qui, comme au catch, ceinture dans la surface, enfin dans les 6 mètres même. Mais c'est la réaction de l'arbitre. Et la réaction de l'arbitre est étonnante, comme le dit Sidney, parce qu'il vient le voir en disant attention, c'est pas bien, il faut pas commencer. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça, logiquement, c'est un but hors jeu qui n'est pas hors jeu d'ailleurs. Voilà. Et en plus, comme vous dites Valérie, il y a quand même une large suspicion sur le but refusé au Nigérian. Pour moi, il est valable, mais bon. Encore une fois, la mariée est belle, tant mieux pour nous, mais ça pose quand même de façon sous-jacente le problème de l'arbitrage. On en parle beaucoup pendant la saison en France avec la Ligue 1, on se plaint de nos arbitres, et on voit finalement qu'au niveau mondial, c'est pas bien meilleur. Donc il y a un vrai souci, et la FIFA ferait bien, me semble-t-il. Alors elle a beaucoup de soucis en ce moment, on en a parlé hors antenne avec Manu, avec le charmant Seb Blatter, mais je pense qu'elle ferait bien quand même de s'occuper de la formation de ses arbitres et de leur perfectionnement, parce que c'est un vrai souci, ça fausse la compétition. Alors, on va aborder une nouvelle polémique qui touche la sélection brésilienne. Certains joueurs inquiètent le staff de la Seleção, alors que Neymar s'est bien remis du coup qu'il a pris à la cuisse face au Chili. C'est plutôt au niveau psychologique que Felipe Scolari est préoccupé. Thiago Silva et Neymar ont craqué nerveusement lors des tirs au but. Ils étaient en pleurs. Neymar a pris ses responsabilités. Il a marqué le pénalty alors que le défenseur du Paris Saint-Germain a refusé. Trop de pression psychologique, certainement. Je vous propose d'écouter Fernandinho et Neymar à ce sujet. Ils essaient de calmer le jeu. Ça a été un match plein d'émotions. J'ai été ému, tous les joueurs l'ont été. Chacun ressent cela à sa façon. Mais nous sommes tous en forme, prêts pour affronter la sélection de la Colombie. Et si Dieu le veut, passer en demi-finale. En ce qui concerne les pleurs, chacun réagit d'une manière différente. L'un est plus compulsif, un autre plus tranquille. Ça ne sert à rien d'en faire tout un plat, parce que cela ne mène à rien. Alors pour pallier à ce problème, les Brésiliens ont fait appel à une psychologue, Regina Brandão, pour essayer de redonner confiance aux joueurs. Emmanuel Petit, est-ce que vous avez déjà eu affaire comme ça à un psychologue pour gérer la pression ? Non, pas pour gérer la pression. Je suis un psychologue quand j'étais à Chelsea, donc en fin de carrière. Donc vous voyez, j'aurais pu en prendre un en début de ma carrière, non, mais j'en ai pris un en fin de carrière, pas pour des raisons vraiment sportives, c'était pour des raisons privées. C'était un peu le cauchemar pour moi dans ma vie privée. Donc après, ça a eu un impact direct sur mes prestations sur le terrain. Donc il fallait que j'y voie davantage, un peu plus clair en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris un coach mental à ce niveau-là. Ouais. Ça vous a fait du bien ? Ça m'a fait du bien, ça a permis de recentraliser certaines choses, de minimiser l'importance d'autres choses également. Donc finalement, j'ai retrouvé un certain équilibre. Ça ne veut pas dire que je me suis réconcilié dans ma vie privée, mais... Ouais. Ça vous a aidé en tout cas. Ça m'a beaucoup aidé. Sidney Govou, je crois qu'à l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas fait souvent appel à des psychologues comme ça pour venir un petit peu redonner le moral aux troupes. Ouais, c'est arrivé, mais à des moments avant une finale, des choses comme ça. Ouais. Maintenant, je pense que dans le foot, aujourd'hui, actuellement, avec la pression qu'il y a, le foot se joue de plus en plus jeune, les joueurs
en moins de vécu, ça arrive très très jeune, tout arrive très très vite. Donc je pense que c'est un truc qui est hyper important, qui doit... Il faut que le footballeur passe au-delà du côté psychologique. On a l'impression que le mec est fou, alors que non, je pense que c'est des mecs qui en ont besoin. On voit Thiago Silva qui craque complètement parce que nerveusement, jouer une Coupe du Monde au Brésil dans l'état du pays actuel et en étant le capitaine du Brésil, pour lui c'est énorme. Il y avait trop de responsabilités à ce moment-là. Bertrand Régis, c'est quand même dur un capitaine qui tire pas un pénalty rapidement, parce que c'est bientôt la fin de l'émission. Oui et non. C'est-à-dire qu'on se souvient, et Manu pourra m'appuyer, en 98, Didier Deschamps ne tirait pas les pénaltys. Et pourtant, c'était un capitaine indiscutable et formidable. C'est Trezeguet et Thierry qui tire. Donc, moi, ce qui m'a choqué, c'est l'attitude de Thiago Silva qui s'est mis à l'écart du groupe, qui s'est assis sur un ballon au milieu de terrain, quelque part en lâchant le groupe. Et là, ça n'est pas l'attitude... Et Felipe Scolari qui a dit que Thiago Silva, finalement, il n'aurait peut-être pas dû le sélectionner. Il a même dit, il est allé plus loin, Valérie, il a dit que c'était un capitaine indigne. Il a convoqué 6 journalistes brésiliens, évidemment, pour qu'ils l'écrivent. Donc, effectivement, là, c'est un peu le feu au Brésil. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour encore plus d'aventures de football. Restez avec nous, l'info continue sur i24 News.